Bonjour à tous. Je souhaite depuis peu créer une chaîne YouTube en polonais sur l'effondrement. Vous visionnez à présent le prototype de l'épisode 3, la double contrainte carbone. D'ici à quelques semaines, ce prototype sera traduit en polonais, tourné avec du matériel professionnel et un ami graphiste réalisera des animations de qualité. Pour l'instant, je ne fais que lire le script avec un PowerPoint enrichi d'icônes en arrière-plan pour donner une idée générale du concept. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, ce que vous avez aimé, pensez qu'il faudrait modifier et surtout si vous remarquez des erreurs factuelles. Merci et bon visionnage. Aujourd'hui, je te propose d'expliquer ce que sont la collapsologie et l'effondrement au travers d'un exemple concret qui mène changement climatique et énergie fossile, j'ai nommé la double contrainte carbone. Ah, on dirait le trailer d'un mauvais film. Vas-y, je suis chaud. Tout d'abord, rapide rappel de ce qu'on a dit la dernière fois. L'effondrement se réfère à la perte de maîtrise et à la simplification de nos sociétés suite à diverses crises provoquées par un manque de ressources et ou par les conséquences de nos pollutions. La collapsologie, qui n'est pas une science, est un champ d'études transdisciplinaire qui regroupe les sciences relatives à l'effondrement. Pour ne donner qu'un exemple, on pourrait y inclure les sciences qui étudient le climat. Et un collapsologue est une personne qui étudie ou est intéressée par la collapsologie. Dernière chose, les collapsologues font le constat que notre civilisation est un flux qui transforme la nature en déchets. Le problème majeur étant que ce flux est beaucoup trop rapide pour que la nature arrive à suivre la cadence, c'est-à-dire que l'empreinte écologique de notre société industrielle est supérieure à la biocapacité de la planète, et de gré ou de force, elle va devoir repasser en dessous de cette dernière. Bon, tu radotes mon vieux là. On veut du nouveau. C'est ça, fais le mariole, tu vas moins rigoler à la fin de cet épisode. Comment ça? La dernière fois, on est resté assez vague sur les conséquences d'une empreinte écologique qui dépasse la biocapacité pendant trop longtemps. Là, on va voir des trucs beaucoup plus concrets et disons juste que tu risques de ne pas te sentir très bien d'ici la fin de cet épisode. Ah, allez, ça me fait pas peur. On attaque. Très bien. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Ouais. Allez, go. Dans cette chaîne, on va pas mal faire le tour des différentes limites que nos sociétés vont rencontrer dans les décennies à venir. Que ce soit les conséquences de nos pollutions en aval, le prélèvement de ressources en amont ou des difficultés internes à nos sociétés. Pour aujourd'hui, on va survoler trois éléments du problème, à savoir le changement climatique, le problème énergétique et la présence de différents verrous systémiques. Et je te propose de commencer avec le plus connu, le changement climatique. Ah, ça va. Je connais à peu près. Ben, tu vas voir que c'est un peu plus grave que ce qu'en laissent penser les médias. J'aimerais porter ton attention sur deux choses, l'inertie du système climatique et les conséquences du changement climatique. Voici les résultats des derniers modèles climatiques publiés en avril 2019 par le CNRS, un géant de la recherche en France. Tout ça est bien compliqué et on passera plus de temps sur ce graphique dans d'autres épisodes, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est actuellement à plus 1,1 degré et qu'on aura n'importe quoi entre plus 2 et plus 7 d'ici 2100 en fonction des différents scénarios d'émissions. Pour l'instant, je voudrais qu'on se concentre sur la période 2020-2040. Tu vois pas un truc étrange? Hmm, c'est marrant ça. Toutes les courbes ont la même gueule. En effet, les différents scénarios d'émission donnent les mêmes résultats. C'est ce qu'on appelle l'inertie climatique. Il faut 20 ans au climat pour se stabiliser, et donc peu importe nos émissions présentes, le climat des 20 prochaines années est déjà écrit. C'est un peu comme quand tu allumes le radiateur chez toi. Il va falloir du temps pour que la chaleur s'accumule avant que ton appartement ne soit à la température souhaitée. Quand tu émets du CO2, tu augmentes la température du radiateur de la Terre, et il faut 20 ans pour que la chaleur s'accumule avant que le climat n'arrive à un nouvel équilibre. Et donc tous les ans ou presque, tu entendras le JT de Tefawen te dire que cette année a été parmi les plus chaudes jamais enregistrées. Ça veut aussi dire que les feux de forêt en Australie et en Californie, ou les sécheresses et inondations en Pologne vont devenir de plus en plus fréquents et violents au cours des 20 prochaines années. Et il n'y a rien qu'on puisse y faire, à part se préparer. Ah ouais, c'est chaud de ouf. Tu me le fais pas dire. Donc ça veut dire qu'il faut réduire nos émissions, mais aussi se préparer. Alors en 2040, on sera au moins à plus 1,5 degré. Elles sont graves les conséquences à ce niveau de réchauffement? Je garde ta question pour un autre épisode. Pour l'instant, je veux te mettre un petit coup d'électrochoc avec des conséquences bien méchantes. D'après toi, si on continue sur notre lancée, à partir de quand ce sera le chaos total? Genre la guerre partout? Je sais pas.
2100, 2150? Ok. Mon avis personnel, qui peut bien évidemment être critiqué, est que ça serait au milieu de ce siècle, et je te propose de voir pourquoi. D'après les pires scénarios d'émission, voici où nous en serions en 2070. Tu peux voir que la température aura augmenté de 4 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Selon le GIEC, et dans un monde à plus 4 degrés, voici une carte qui te montre le nombre de jours dans l'année où les conditions de température et d'humidité deviennent mortelles. Attends. Donc là où c'est jaune, c'est invivable 3 mois par an, et si c'est rouge foncé, c'est grillé toute l'année. Oula, attends. T'es en train de me dire que l'Asie du Sud-Est devient invivable à plus 4 degrés? Puis une bonne partie de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Inde et de l'Australie aussi. En fait, tout ce qu'il y a entre les tropiques. Alors pas moi, le GIEC. Et oui, c'est tout à fait ce que j'insinue. Alors te pense pas en sécurité pour autant parce que l'Europe est grise. Les vagues de chaleur mortelles ne sont qu'une des nombreuses conséquences du changement climatique. Dans ce qui nous attend, on a notamment une intensification des sécheresses, feux de forêt, tempêtes, inondations ou la fonte des glaciers. Ces glaciers même qui alimentent nos rivières en eau. Et si les glaciers disparaissent, les rivières ne sont plus alimentées en eau. Wow, c'est le méga bad là. Et donc, si j'ai bien compris, comme le climat dépend des émissions d'il y a 20 ans, il faut qu'on réagisse avant 2050, sinon c'est foutu quoi qu'on fasse. Eh, pas mal, je vois que tu suis. Attention, je suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver. Par contre, si on continue de suivre le scénario du business as usual, le pire scénario d'émission dans lequel on ne fait rien ou presque pour limiter le changement climatique, si on le suit jusqu'en 2050, voilà à quoi ressemblera le monde en 2070. Bien évidemment, il ne faut pas se dire que tout va bien à plus 3,9 degrés et que tout d'un coup le système bascule dans le chaos à plus 4. Les problèmes vont venir progressivement et se manifesteront plusieurs décennies avant 2070. On verra ça notamment dans les épisodes sur le changement climatique, mais déjà à plus 2 ou plus 3 degrés, ça va piquer. Hmm, j'ai... j'ai hâte. Et c'est tout pour l'instant pour le changement climatique. Est-ce que tu as des questions? Non, la situation va s'empirer quoi qu'on fasse pendant 20 ans, et si on ne fait rien, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît avant la fin du siècle. C'est plutôt clair. Ah bah je t'avais prévenu que ça allait te foutre un coup au moral, hein. Respire un bon coup, et on va sans plus attendre passer au problème énergétique. Ce problème est double, mais pour bien le comprendre, il faut d'abord expliquer ce qu'est l'énergie. Pour cet épisode, j'aimerais que tu vois l'énergie comme le truc qu'on donne à manger à nos machines pour qu'elles puissent fonctionner. Ouais, leur carburant quoi. Exactement. De la même manière que ton système digestif extrait l'énergie des aliments pour que tu puisses te mouvoir et rester autour de 37 degrés, une machine extrait l'énergie de son carburant pour fonctionner. Par exemple, un mixeur aura besoin d'électricité tandis qu'une voiture a besoin de pétrole. Et quand on regarde l'énergie consommée dans le monde, ce qu'on regarde en fait, c'est la taille du parc de machines à disposition de l'humanité. Consommer de plus en plus d'énergie veut dire augmenter le nombre ou la taille des machines à notre service. Et de même, une diminution de la consommation d'énergie veut dire moins de machines au travail. Ok, énergie égale croquette pour machine. Ça, je l'ai. Mais tu veux pas me dire ce que c'est pour de vrai? Ça serait peut-être plus clair, non? En réalité, l'énergie est une grandeur physique qui mesure la transformation. Une grosse machine qui consomme beaucoup de carburant, c'est-à-dire qui mange beaucoup d'énergie, va faire de grosses transformations comme se déplacer très vite, porter des trucs très lourds, chauffer très fort ou encore tordre des objets très résistants. Par exemple, les grosses voitures peuvent rouler plus vite que les petites, un gros tracteur peut labourer plus qu'un plus petit. Ok, l'énergie, c'est la transformation. Donc plus ma machine consomme d'énergie, plus elle peut transformer le monde autour d'elle. C'est logique. Bien. Deuxième point, on va parler un peu d'économie, mais du point de vue d'un physicien. On l'a dit tout à l'heure, nos sociétés transforment la nature en déchets, et on va à présent détailler ce propos. On va diviser les ressources naturelles en deux sous-catégories. Les ressources matérielles, bois, plantes, eau, animaux, métaux, sable, et les ressources énergétiques. Gaz, pétrole, charbon, nucléaire, solaire, éolien, hydraulique et biomasse. T'as pas oublié l'électricité dans l'énergie? Nope.
L'électricité, tout comme l'hydrogène, ne se trouve pas comme telle dans la nature. On la produit à partir des sources d'énergie que je viens de lister. Ah oui, autant pour moi. On va maintenant munir nos sociétés d'une petite armée de machines qui, grâce aux ressources énergétiques qu'elles consomment, va pouvoir prélever et transformer des ressources naturelles en divers biens et services. Que ce soit l'extraction de matières premières ou d'énergie, la production de nouveaux biens et services ou encore l'utilisation ou la fin de vie des dits biens et services, tous ces processus vont générer des déchets. Le PIB dans cette histoire est la valeur ajoutée de la nouvelle production de biens et services au cours de l'année. Le PIB mesure donc la valeur d'une production qui est elle-même réalisée par l'ensemble de toutes les machines au service de l'humanité. En fait, c'est grâce à l'énergie que consomment nos machines que ces machines peuvent transformer des ressources naturelles en biens et services. Ces biens et services sont ensuite vendus et le PIB mesure la valeur ajoutée de cette production. Pour bien imager la prépondérance du travail mécanique par rapport au travail humain, voyons la liste de l'ensemble des machines qui ont été mises à contribution pour la production d'un simple pot de yaourt. Notre yaourt est fabriqué à partir de lait, produit par une vache qui a dû être nourrie. On peut donc commencer avec l'ensemble des machines agricoles qui ont semé, labouré et récolté. S'ajoute à ça les machines qui extrairont le lait et le transformeront en yaourt. Ensuite, il a fallu faire le pot qui est en plastique, donc en pétrole. Une fois le plastique produit, il a fallu le découper et le mettre en forme. Pour fermer notre yaourt, il nous faut tout ce qui est nécessaire à la chimie de la colle. Et de manière générale, on préférera avoir des couleurs sur l'étiquette, donc on ajoute toutes les machines nécessaires à la fabrication des colorants. Pour finir, il ne faut pas oublier tous les camions, trains, bateaux qui ont permis de transporter nos produits entre toutes ces machines. Ah ouais, ça en fait du monde pour un simple yaourt. Et encore, le bon fonctionnement de toutes ces machines est dépendant d'infrastructures, d'électricité, d'un réseau de communication. Arrête. Tu me fais tourner la tête. Bon, je résume tout ça en une phrase. On a fait le constat que le PIB dépend d'une production manufacturée par une myriade de machines qui utilisent de l'énergie pour fonctionner. Oh, pas mal. Tu résumes vachement bien. Ah, arrête, tu vas me faire rougir. Maintenant, tu ne devrais pas être surpris par le graphique suivant. Ce graphique fait l'historique depuis 1965 et au niveau mondial de la croissance du PIB en bleu et de la croissance de la production d'énergie en vert. Ah oui, en effet, ça se suit bien. Et donc, si j'ai bien compris ton truc, quand l'énergie croît rapidement, on met plus de machines au travail, donc on produit plus, donc le PIB croît plus vite. Quand la croissance de la production d'énergie diminue, le nombre de machines au travail augmente moins qu'avant, et donc la croissance est faible. Ça se tient. Ah, je vois que j'ai affaire à un expert. Certains te diront que ce graphique montre juste une corrélation et non une causalité. A raison d'ailleurs. C'est-à-dire que ça pourrait très bien être l'inverse, et que parce qu'on a plus de PIB, on est plus riche et donc on a besoin de plus d'énergie. Quand le PIB baisse, on s'appauvrit et nos besoins diminuent. Je vais pas avoir le temps d'aller dans les détails de pourquoi c'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne, mais on en reparlera dans les épisodes sur l'énergie. Si tu veux plus d'infos dès à présent, je t'ai mis des liens en description vers des articles et conférences de Jean-Marc Jancovici qui explique tout ça beaucoup mieux que moi. Ce mec est un génie, je te conseille vraiment d'aller regarder ce qu'il fait. Ça a l'air vraiment important pour toi, je vais checker ça après. Merci bro, je savais que je pouvais compter sur toi. Du coup, que se passe-t-il vraiment ici? En fait, nos sociétés essayent de croître au maximum, mais cette croissance est limitée par la quantité d'énergie à notre disposition. En physique, l'énergie mesure la transformation et donc il est logique du point de vue du physicien que notre système économique ne puisse pas produire/ transformer plus que la quantité d'énergie à laquelle il a accès. À présent, je voudrais qu'on aille voir du côté de l'origine de notre énergie. Depuis plus de 50 ans, la part des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, dans notre approvisionnement énergétique est restée relativement stable, autour de 80%. Ces ressources géologiques sont non renouvelables et donc finies. Ça veut dire que on ne pourra jamais en consommer de plus en plus. Au bout d'un moment, et c'est une certitude physique, la production de gaz, pétrole et charbon déclinera jusqu'à ce qu'on ait extrait tout ce qu'on voulait extraire ou tout ce qui était extractible.
Le maximum de production qui, encore une fois, arrivera, c'est certain, porte un nom particulier, le pic. Et donc il y aura un pic pétrolier, gazier et charbonnier. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de ressources fossiles du jour au lendemain, une fois le pic passé. Ça veut juste dire qu'à partir du pic, la production déclinera. Pas forcément tous les ans, mais en tendance lourde, la production sera entrée en phase de décroissance. Oula, décroissance. Ça va pas être bon pour l'économie, ça? Non, pas trop, mais c'est un sujet que je me garde au chaud pour un futur épisode. Je me permets un petit aparté. Quand on y regarde de plus près, à l'intérieur de l'énergie, il y a une source d'énergie en particulier qui va être une autre limite de notre système économique, le pétrole. Tout cela est dû à ses propriétés physiques exceptionnelles. Le pétrole est extrêmement dense énergétiquement, liquide à température ambiante et facilement stockable et transportable. Si je reprends notre schéma du yaourt de tout à l'heure, tu vois que tous nos centres de transformation, toutes nos machines, sont reliés par des transports qui pourraient être comparés au système sanguin de notre chaîne de production. On peut aussi dire que nos machines communiquent les unes avec les autres. Par exemple, la machine qui produit le yaourt va communiquer avec la machine qui produit le pot par un intermédiaire qui s'appelle les transports. Or, 98% de tous les camions, bateaux, trains et avions fonctionnent au pétrole. Donc moins de pétrole, moins de transport. Moins de transport, moins d'échanges. Moins d'échanges, moins de PIB. Moins de PIB, moins de PIB. Et c'est pourquoi le pic pétrolier? Ça vaut ce que ça vaut, mais mon avis est que ce pic arrivera avant 2030. Certainement avant 2025 et qu'il a peut-être déjà eu lieu en novembre 2018, mais il est encore trop tôt pour en être sûr. Le pic est peut-être déjà passé. Ah ouais, on est carrément dans l'urgence absolue, quoi. Voilà, bon, fin de l'aparté, je te mets des liens en description si tu veux en savoir plus, mais on en reparlera lors d'un épisode dédié au pic pétrolier. Bref, tout ça me permet d'expliquer notre double problème sur l'énergie. Notre système économique est limité entre autres par un facteur, la quantité d'énergie qu'il peut extraire de l'environnement. Or, notre énergie est majoritairement d'origine fossile, gaz, pétrole, charbon, qui sont des ressources finies, donc dont la production passera par un pic. Et dans un contexte de changement climatique qui s'intensifie, nous devons apprendre à nous passer d'énergie fossile forte émettrice de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle la double contrainte carbone. Il nous faut réduire nos émissions carbonées de toute urgence et cette réduction arrivera tôt ou tard, quoi qu'on fasse. Ça veut aussi dire que lorsque les conséquences du changement climatique vont s'intensifier, notre accès à une énergie abondante et donc notre capacité à nous adapter diminuera. Oh, ça pue la merde ton histoire là. Bon après, le truc pratique, c'est qu'il faut qu'on réduise notre recours aux énergies fossiles parce qu'on va en manquer, mais aussi pour lutter contre le changement climatique. Les solutions aux deux problèmes sont les mêmes. Il suffit de foutre des éoliennes et des panneaux solaires partout, non? En effet, les solutions sont les mêmes et ça nous amène au dernier point que je voulais aborder, les verrous systémiques. Les collapsologues nous disent qu'il existe un certain nombre de verrous systémiques qui empêcheraient nos sociétés de transitionner assez rapidement. Ah, attention, ça tourne au complotisme là. Deep State qui contrôle le monde et compagnie. Oula, rien à voir avec tout ça. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple. Pas besoin de reptiliens injecteurs de nanotechnologie pour comprendre mon affaire. En premier lieu, notre système industriel marche au pas de son système économique qui demande toujours plus de croissance et donc toujours plus d'énergie et donc toujours plus de pollution. Nous pensons tout pouvoir résoudre par la technologie, mais nous voyons les problèmes en silo. Pour résoudre la crise climatique, nous voulons transitionner vers le solaire et l'éolien, mais a-t-on seulement assez de métaux à notre disposition? Quand bien même nous réussirions, ce serait échanger un type de pollution, les gaz à effet de serre, contre un autre, la déforestation, les pollutions minières. Nous nous concentrons sur le climat sans réaliser que le changement climatique n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est un symptôme d'un problème plus profond qui est que nos sociétés transforment la nature en déchets. Comme le dit Aurélien Barraud, si l'on coupe la forêt amazonienne avec une tronçonneuse solaire, on n'aura pas émis de CO2. Mais on aura quand même coupé la forêt amazonienne. Mais du coup, si on est au-dessus des limites, s'il faut qu'on aille toujours plus vite et plus loin, est-ce que ce serait pas un peu à cause du capitalisme? Tu l'as dit toi-même, on fait tout ça pour maximiser le PIB. C'est un débat compliqué. S'il est certain que le capitalisme n'est pas soutenable, le pseudo-communisme de l'URSS ne l'était pas non plus.
Et puis d'autres sociétés se sont déjà effondrées auparavant sans pour autant que ce soit la faute du capitalisme. Mais est-ce que cette fois il pourrait en être la cause? J'ai pas les capacités pour te répondre, mais je peux t'assurer qu'il ne fera pas partie de la solution sous sa forme actuelle. Deux choses sont certaines. Premièrement, et ça résume l'épisode précédent, on ne peut pas avoir une croissance infinie sur une planète finie. Et deuxièmement, nos dirigeants ne comprennent pas le problème ou décident intentionnellement de l'ignorer. Dans la CCNUCC, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est-à-dire le texte qui encadre les COP, c'est-à-dire notre meilleur outil politique pour lutter contre le changement climatique, dans ce document est inscrit l'impératif de croissance. Je cite, il appartient aux parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durable de toutes les parties. Article 3, paragraphe 5. Je l'ai mis en description si tu veux vérifier et lire la fin du paragraphe, c'est juste ahurissant. Ok, les politiques, c'est mort. Mais les gens commencent à se bouger. La solution pourrait pas venir du bas. Au niveau individuel, je suis d'accord. Les choses changent, mais beaucoup trop lentement. Tu l'auras compris et on en reparlera la prochaine fois, il suffit pas de trier ses déchets et de faire pipi sous la douche pour résoudre le problème. Il faut un changement total de société. Les gens ne perçoivent pas leurs responsabilités individuelles. Si je ne prends pas ma voiture un jour de pic de pollution à Varsovie, est-ce que ça change quelque chose? Notre perception du danger aussi est biaisée parce qu'on ne comprend pas le problème. La température varie de 15 degrés dans la journée, alors viens pas me les briser pour 7 degrés en plus d'ici la fin du siècle. Et puis les gens préfèrent garder leurs habitudes en attendant que des scientifiques en blouse blanche trouvent des solutions. Encore une fois, on retombe dans le technosolutionnisme. Tout ça est très bien documenté par les sociologues. Lorsqu'un problème est trop gros, des mécanismes de déni se mettent en place et on préfère changer notre perception du problème plutôt que nos comportements. Surtout quand l'effort demandé est important et le résultat incertain. Donc si je résume, tu penses que la solution ne viendra pas du haut et qu'elle mettra trop longtemps à venir du bas. Joie. En effet, et tu pourras te forger ta propre opinion quand on parlera de solution. Pour l'instant, il nous manque encore quelques éléments. Pour conclure l'épisode, j'aimerais prendre 2 minutes pour te donner un aperçu de la complexité à l'œuvre lors d'un effondrement où la double contrainte énergie-climat a joué un rôle majeur. Et on va faire ça avec l'exemple de la Syrie. Ah, attends. Tu vas pas me dire que le pétrole et le changement climatique sont responsables de la guerre en Syrie quand même. En partie, si, mais je veux surtout insister sur la pluralité des causes. Je suis pas un expert, hein, et il peut y avoir d'autres raisons, mais il apparaît que l'entremêlement de causes économiques, politiques, climatiques et énergétiques soit à l'origine de l'effondrement de l'État syrien. Oh, tu piques ma curiosité. Alors, entre 2006 et 2010, la Syrie a connu une sécheresse centenaire, donnant lieu à un exode rural massif auquel Bachar el-Assad a répondu par de la répression. Mais tu me diras, la Syrie est un pays aride, ils ont déjà connu beaucoup de sécheresse, ils auraient dû savoir s'y adapter. Tout à fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, sauf que depuis le milieu des années 90, Bachar el-Assad a cru bon de suivre la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, une théorie foireuse de l'économie parmi tant d'autres, et a poussé son pays vers la spécialisation dans le coton. Du coup, la consommation d'eau d'un agriculteur syrien moyen a doublé entre 1995 et 2006, si bien que lorsque la sécheresse est arrivée, l'état des nappes phréatiques était déjà inquiétant. Pour continuer avec les effets du changement climatique, une combinaison de facteurs climatiques a contraint la production de blé au niveau mondial entre 2008 et 2011. On pense notamment à la super sécheresse de 2010 en Russie et en Ukraine, aux inondations massives dans le Midwest états-unien ou encore à la sécheresse en Australie. Tous ces gros producteurs décident alors de réduire leurs exportations, ce qui fait mécaniquement augmenter le prix du blé. Or, le pain est la base alimentaire de 70% de la population syrienne. À cela s'ajoutent des problèmes énergétiques. En 2006, le pétrole conventionnel atteint son pic au niveau mondial et le prix du baril augmente fortement, ce qui, au passage, cause la crise économique de 2008, mais on en reparlera dans d'autres épisodes, et participe lui aussi à l'augmentation du prix du blé. Enfin, la Syrie, qui tire 25% de son PIB de l'exploitation de ses champs de pétrole, connaît son pic de production en 1995 et perd un tiers de sa production mondiale en 10 ans, ce qui contribue à la diminution des minima sociaux et à la détérioration accrue du tissu social.
Ouais, en effet, ça fait pas mal de trucs à gérer d'un coup. Tu m'étonnes. Et j'insiste sur le fait que ce soit la pluralité, l'accumulation et l'interaction de toutes ces limites qui a mené à cet effondrement. De la même manière, selon les collapsologues, ce sera la pluralité, l'accumulation et l'interaction de toutes les limites auxquelles notre société industrielle fait face qui mènera à sa perte. La bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de la guerre civile et du chaos, les Syriens du Rojava, l'une des provinces les plus touchées, ont réussi à créer un mini-État écoféministe réellement démocratique. Je te mets tout ça en description. Ah, tu finis sur une note d'espoir quand même. Bon, tu veux pas résumer tout ça un petit coup? Ça fait beaucoup de choses là quand même. Alors, la situation se présente comme telle. Notre société industrielle tente à tout prix de maximiser son PIB, et donc de produire un maximum de biens et services. Pour ce faire, elle va utiliser une armée de machines qui vont transformer des ressources naturelles en choses qui nous sont plus ou moins utiles. Pour fonctionner, ces machines sont dépendantes de ressources énergétiques majoritairement fossiles, gaz, pétrole, charbon. En physique, l'énergie est une mesure de la transformation, ce qui explique que notre capacité à transformer des ressources naturelles en biens, et donc notre PIB, soit majorée par la quantité d'énergie que l'on peut extraire de l'environnement. L'extraction de matières premières, les processus de transformation et la fin de vie de nos biens et services vont générer des déchets, dont l'un d'entre eux est le CO2, en partie responsable du changement climatique. Au cours du siècle prochain, notre société industrielle va être prise en ciseaux entre d'un côté l'intensification des conséquences de ces pollutions et de l'autre une descente énergétique et matérielle inéluctable. On a notamment parlé de l'inertie climatique, hein, le climat des 20 prochaines années est déjà écrit, et des effets d'un réchauffement à plus 4 degrés, réchauffement que l'on verra de notre vivant si l'on continue à suivre les pires scénarios d'émissions. Côté énergétique, on a expliqué la notion de pic énergétique et mentionné l'éventualité d'un pic pétrolier autour de 2025. Face à ces limites physiques, notre société va connaître des crises de plus ou moins grande ampleur. Malheureusement, la présence de différents verrous systémiques diminue grandement nos chances d'adaptation. On a par exemple évoqué au niveau national la nécessité de croître économiquement, le manque de vision systémique de nos dirigeants et l'obsession du technosolutionnisme. Et au niveau individuel, l'apparition de biais cognitifs comme le déni, le manque de compréhension du problème ou de sa propre responsabilité individuelle. Il semble donc que la transition sera subie et si elle entraîne une perte de contrôle sociétal, c'est ce qu'on appelle un effondrement. On a finalement évoqué le cas de l'effondrement de la Syrie dû, entre autres, à un manque de préparation face à des pressions climatiques et énergétiques qui ont donné lieu à des crises économiques, politiques et sociales. Pour clore notre épisode, je te propose d'écouter ce qu'en disent Pablo Servigne et Raphaël Stevens, les deux auteurs à l'origine du mot collapsologie qu'on avait évoqué la dernière fois. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas être fun. Compare notre société industrielle à une voiture et écrivent alors que l'accélération n'a jamais été aussi forte, le niveau de carburant indique qu'on est sur la réserve et le moteur, à bout de souffle, se met à fumer et à tousser. Grisé par la vitesse, nous quittons la piste balisée et dévalons avec une visibilité quasi nulle, une pente abrupte truffée d'obstacles. Certains passagers se rendent compte que la voiture est très fragile, mais apparemment pas le conducteur qui continue à appuyer sur le champignon. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous voulez plus d'infos sur le rôle qu'a joué et joue encore l'énergie dans le développement de nos sociétés, je vous réinvite à aller écouter Jean-Marc Jancovici qui va bien au-delà de la simple notion de PIB abordée ici. Tous les liens sont en description. Dans le prochain épisode, on discutera de solutions avec un focus sur les limites de ce que la technologie peut nous apporter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter pour faire comprendre à l'algo de YouTube que j'existe. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas polonais, donc je préférerais interagir avec vous en anglais dans les commentaires. Pour être au courant de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Je suis web développeur basé sur Varsovie à la recherche de projets écologiques. Si ça vous intéresse, je vous laisse l'adresse de mon site personnel en description de cette vidéo pour pouvoir me contacter. Les graphiques et animations ont été réalisés par Władysław Krawec. Le script de cette vidéo a été traduit en polonais depuis le français par Katarzyna Udorecka, une traductrice engagée dans la lutte écologique. Les liens vers leur site perso sont dans la description. Merci encore et à la prochaine.